Salut à toutes et à tous. Ça y est, on est dans Plein Phare. C'est le 7e épisode aujourd'hui de la deuxième saison de Plein Phare qui a démarré en septembre. Plein Phare, ça fait quelques mois que ça existe puisqu'on a démarré la toute première émission, on l'a faite le 12 janvier 2021. Donc ça commence à remonter. Et on est là, on est vaillant. Plein Phare, c'est notre talk show dédié à la mobilité qu'on anime tous les lundis soirs, principalement avec Fabien et Guillaume, que vous voyez régulièrement. Mais il y en a d'autres, notamment la personne qui fait coucou, qui s'appelle Fabien, et que c'est la deuxième fois qu'on voit à l'écran. Comment ça va, Fabien? Bah écoute, ça va mon cher Adrien, et toi? Bon, écoute, très bien. Je te remercie de m'appeler mon cher Adrien. Ça fait c'est très, voilà, très amical, très Attends, chaleureux. attends la fin de l'émission, ce sera pire. Bon, ah, ce sera pire. Bon, faut pas dire ça, hein. Attends. Plus Après, amical. cela dit, ça peut donner envie de regarder. Voilà, exactement. Si vous voulez voir de la déconne, vous restez jusqu'au bout. Absolument, parce qu'on déconne dans Plein Phare sur Twitch. On parle de mobilité, mais on déconne aussi. Et on accueille d'ailleurs, pour déconner, parce que plus on est de fous, plus on rit, on accueille un viewer, quelqu'un qu'on aperçoit régulièrement dans le chat, mais c'est la première fois qu'on le voit à l'écran. On va vous laisser deviner qui c'est. Tiens, tiens. Il s'appelle Damien, ça n'a rien à voir avec son pseudo. N'hésitez pas à m'intervenir dans le chat si vous Faudrait avez... deviner d'où il vient le pseudo quand même. Hein. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on ne sait pas d'où il vient ce pseudo, qui commence par un N. Allez, voilà, je donne une indication quand même à toutes celles et ceux qui voudraient essayer de deviner dans le chat. Romuald qui dit moi je sais, moi je sais. Bah oui, mais Romuald, non, tu peux pas, tu peux pas. Coucou Romuald d'ailleurs qui est en régie et qui c'est grâce à lui du coup que vous nous voyez, que vous nous entendez. Damien, du coup, on va te laisser te présenter brièvement, vu que c'est ta toute première sur Twitch et que c'est un petit peu ah quoi, c'est un La petit peu première fois, hein, un on peut le dire. piquage. Hein. Alors Déjà, Damien, merci pour l'invitation. avec plaisir. Du coup, ouais, Damien, mon pseudo, c'est du coup Navigator84. Ah bah tu l'as dit du coup. Ah ouais, bah, je le. Ah bon, de toute façon personne n'avait cherché donc Tant bon. pis, tant pis, Allez, tant c'est pas pis. grave. Du coup, fan d'automobile depuis gamin. Je m'intéresse à tout ce qui est à quatre roues, sauf, comme je disais tout à l'heure, les mini-voitures. Et depuis quelques années, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui roule en Chine, donc voitures électriques, vieilles voitures. Et j'essaye, quand j'y allais, de prendre des photos, plein de photos et les mettre ça sur Internet pour enrichir. Bravo, bien révisé. 20 minutes, hein 20 minutes pour apprendre ça, hein, tu vois. Mais ouais, non, non, mais c'est bien, c'est bien. En plus, ça permet même d'introduire le sujet. Bon, là, vous l'avez sans doute vu, et si vous nous avez suivis notamment au cours de la journée sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi on va parler. On va parler de voitures chinoises, et plus précisément de voitures chinoises qui arrivent en Europe, puisque là, ça y est, je crois qu'on peut le dire, on y est. On a MG qui a débarqué en France en 2020, il y a également Airways qui a débarqué en France en 2020 aussi. Il y a de nouvelles marques qui arrivent, CRS, Aura, Lynk & Co qui va arriver dans les prochains mois également. Bref, là, ça y est, on y est, et on a quand même des modèles qui sont quand même très, très séduisants. On va en parler, en tout cas, on va voir vos avis respectifs, on va voir aussi l'avis de Fabien sur le sujet, on va voir l'avis de Damien aussi, en tant que, j'allais dire expert, ou en tout cas connaisseur et amateur du marché automobile chinois. Donc on va évoquer tout ça, on va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé ces dernières semaines, pour aussi évoquer ce qui s'est passé dans les années précédentes, puisque la Chine et l'Europe, c'est quand même, en tout cas pour ce qui est de l'automobile, c'est quand même pas une affaire qui date d'hier, ça fait déjà quelques années qu'on en parle. Il y a eu des tentatives qui ont échoué, notamment la marque Coros, dont vous vous souvenez peut-être, qui avait annoncé vraiment il y a une petite dizaine d'années qu'ils allaient tout révolutionner, qu'ils allaient arriver en Europe vraiment à fond et avec un énorme succès. Finalement, on ne les a jamais vus. Donc on va évoquer tout ça et puis aussi le futur de ces marques chinoises en Europe, puisqu'il y a des marques qui viennent d'apparaître, mais il y en a aussi plein d'autres derrière qui vont arriver. Donc on va voir tout ça dans Plein Phare. Avant qu'on commence, on vous le rappelle, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous ferait très plaisir, ça nous permettrait bien sûr de soutenir la chaîne le plus belle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Fabien, tu le fais très bien. Fabien, tu veux pas implorer à l'écran les viewers de s'abonner à Plein Phare? Alors, si on arrive à atteindre, je sais pas, mes 400 followers d'ici novembre, par exemple, on soit un début de striptease. Waouh, d'accord, ok, c'est génial. Merci de dire ça quand il n'est pas là, parce que comme ça, c'est... En chantant. Comme ça, c'est vite plié, et après, il ne pourra pas faire marche arrière. Très bien, ok, bon, bah, c'est noté. Hein, voilà, si vous venez de nous voir là en direct et si vous venez d'entendre Fabien, voilà, François striptease d'ici 2 mois, si on atteint les 400 followers. En tout cas, on attend tous le Liberengo. Hein.
Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a ce Iberlingo. Bon, on n'en parlera pas encore aujourd'hui, parce que déjà Guillaume n'est pas là, et puis c'est pas un modèle chinois, donc bon, bah, encore une fois, c'est raté. Bon, c'est comme ça. On va Bizarre, parler d'autres bizarre. marques. Allez, on va commencer, Romuald, du coup, dans la présentation, ce serait la deuxième slide qui montre un sublime MGZS bleu restylé. A priori, on y est. Ça, c'est une nouvelle voiture, du coup, dévoilée par MG. Elle a été dévoilée il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, je dirais. Alors, on la connaît déjà, puisque c'est en fait la version restylée du MG ZS qui est arrivé en France en 2020. C'était le premier modèle de MG sur le territoire français. Et c'est un modèle 100% électrique, un petit SUV qui démarre autour des 30 000 euros hors bonus écologique. On est quand même sur des tarifs quand même très très réduits. Et là, avec cette version Oui. restylée, on a quand même un modèle qui évolue plutôt agréablement, je trouve. En tout cas, on va en discuter tous ensemble sur le point de vue du point de vue du style, mais aussi en termes techniques, puisqu'on a quand même une grosse augmentation de l'autonomie et de la capacité de batterie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un MGZS, il est autour des 260 km d'autonomie. Là, avec cette version restylée, pour ce qui est de la plus grosse batterie, on va passer à 400 km ou même 430. Donc, on est quand même. Ça commence à être intéressant, là. Ça commence à être intéressant, clairement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabien, visuellement, en tout cas, déjà, de cette voiture? Actuellement, sans être méchant, c'est du chinois. Enfin, ça se reconnaît, en fait. Les styles des véhicules électriques chinois qui commencent à arriver sur les marchés, là, ça se reconnaît, en fait, au premier coup d'œil. C'est assez bizarre. Enfin, tu sens que c'est pas fait pour le marché européen en termes de design, mais ça peut quand même plaire quelque part. Après, il me semble que je suis déjà monté dedans, que j'ai déjà fait un trajet dedans. C'est pas si mal fini que ça. Ok. En fait, si tu veux, de loin, ça séduit quand même. De près, ça va, en tout cas dans ses proportions et dans ses lignes, pas si mal que ça. L'intérieur, pareil, tu regardes de loin, tu te dis que c'est plutôt joli en fait. Ça a l'air d'être bien fini. Quand tu es dedans, finalement, ça reste tout aussi plaisant. Enfin, c'est pas non plus de la qualité premium, mais il faut resituer quand même avec le prix de base. Mais c'est une bonne surprise, en fait, quelque part. Et plutôt bien équipé, en tout cas dans celui qui m'avait fait faire un long tour. Et après, de ce qu'on me disait aussi, enfin de ce que me disait son propriétaire, ce qui était intéressant, c'est que comme il consommait très peu en fait. Donc du coup, tu pouvais faire quand même pas mal de bornes Ouais. malgré, on va dire, une petite batterie de base en fait. Ok. Alors, Damien, il y a Fabien qui disait il y a quelques secondes que cette voiture, elle a été un petit peu pensée, enfin, je sais plus dans quel terme tu l'as dit, Fabien, mais que en gros, le design de cette voiture faisait très chinois et qu'on Ouais. sentait qu'elle n'avait pas forcément été pensée dès le départ pour le marché européen. Est-ce que toi, tu sais, Damien, si justement les Chinois, les conducteurs chinois, les automobilistes chinois ont des goûts vraiment très différents des acheteurs européens, ou si finalement ça tend à diminuer. Ça, Uniformiser un peu. Ouais, ils ont leur propre goût, hein. Ils aiment un peu le clinquant, ça dépend aussi des personnes. Il y a beaucoup de Chinois qui achètent pas mal de voitures allemandes, donc pour le statut. ouais. Et après, pour ceux qui commencent à acheter des voitures chinoises qui ressemblent un peu à des voitures européennes, pour eux, c'est bon, il y a le logo, la voiture, il faut quand même qu'elle ait l'air costaud, et à l'intérieur, beaucoup d'écran. Ça, on le voit d'ailleurs. Très bien équipé et pas mal d'écrans. Mm. C'est vraiment l'un des points qui en ce moment se relève. Mm. Quand on voit, par exemple, le dernier salon de Shanghai, quand Citroën a présenté sa nouvelle C5X, Ouais. une belle voiture, hein, rien à dire, mais bon, ça reste que des moteurs thermiques. L'intérieur, bon, ça paraît déjà un peu passé. Et quand à côté, dans les stands comme chez NIO ou Xpeng, où c'est voiture électrique, longue autonomie, des écrans de partout, euh, Ouais, il y on a, voit un gap ouais, il y technologique, a un surtout contraste. technologique au niveau des modèles. C'est vrai que c'est assez dingue parce que toutes les marques chinoises qui arrivent en France, c'est le cas de MG notamment qui sort d'ailleurs l'artillerie lourde, hein, puisqu'il y a eu ce premier modèle, le MG ZS, mais il y a eu très récemment aussi le HS, un hybride rechargeable, et puis ensuite deux autres modèles électriques, dont un break, dont on a une photo juste après, en Romuald, c'est le modèle rouge qui arrive juste après le MG ZS.
on se rend compte que finalement, toutes les marques chinoises qui arrivent en Europe proposent des modèles électriques. Et, Ils sont vraiment, obligés. Ils sont obligés, voilà, mais Obligés pour on pouvoir sent quand se même. différencier des modèles européens, ils sont obligés. Ouais, bah, on sent justement que la Chine fait vraiment de l'électrique une priorité. Et d'ailleurs, je crois que récemment, la Chine a établi en tant que priorité nationale l'installation de bornes de recharge sur le territoire. Donc voilà, c'est bien la preuve que ça, c'est même plus qu'un intérêt de la part des Chinois, c'est vraiment une. On peut parler d'obligation, mais en tout cas, on sent vraiment Mais qu'ils font les choses. c'est une obligation pour les. Excuse-moi, mais c'est une obligation pour les producteurs d'automobiles, hein, les constructeurs d'automobiles, Oui, de globalement, bien sûr. produire des voitures électrifiées, hybrides rechargeables ou purement électriques, Mm, pour pouvoir continuer à vendre en Chine, vraiment. mm, absolument. D'ailleurs, du coup, pour reprendre l'exemple de MG, c'est une marque qui, à la base, était anglaise. Elle a été rachetée par le chinois SAIC, je crois. Je ne sais pas si je Alors, prononce c'est un peu bien. plus compliqué que ça. Ça a été Ah, racheté ça par raconte soit tout alors. Nanjing. Bah, en 2005, quand MG Rover a fait faillite, il y a une partie qui a été rachetée par un constructeur qui s'appelle Nanjing Auto, qui est basé à Nanjing, donc c'est à pas très loin de Shanghai. Et l'autre, donc c'est des MG-TF, la plupart de la gamme MG, l'usine Longbridge, tandis que SAIC, donc Shanghai Auto, a repris simplement, entre guillemets, la Rover 75. Ok, d'accord. Ils ont ensuite ils ont tout démonté, ils ont réinstallé une nouvelle usine en Chine pour ensuite produire localement donc des MGTF, des MG3 qui étaient des Rover Streetwise et Ouais, des MG7, enfin des Rover 75 et des MG ZT. d'accord. Et du coup, est-ce que c'était ce MG-là, entre guillemets, qui, il y a quelques années, a commercialisé au Royaume-Uni la MG5, je crois, une berline? Alors oui, ils avaient relancé la production en CKD dans l'usine Longbridge pour Ouais. des ETF, il y avait des MG6, la berline MG6. Ah, MG6, oui, Après, oui. C'est pas simple, après ouais. l'usine a fermé ses portes et après ils ont continué par contre à importer en Angleterre des MG, donc le SUV GS à l'époque, Mm, la petite MG3 qui existe encore et le ouais, ZS notamment en version thermique et maintenant en version électrique. ouais, Et c'est après, ça. pour revenir un peu dans le design de la marque MG, il faut dire que MG en Chine, ça reste une marque moyen de gamme. C'est Mm. pas du haut de gamme façon Audi, entre guillemets. Donc ça reste voilà, un design plutôt simpliste, assez avenant, plutôt asiatique. Donc c'est pas moche, mais bon, c'est pas non plus très très beau. On peut pas partir quand on en voit une. Mais après aussi le fait que MG à l'international est obligé de récupérer différents modèles de différents constructeurs du groupe SAIC, ça, disons, donne pas un design uniforme selon les modèles. Donc C'est le vrai. Enfin, HS, ZS, ça se ressemble un peu. Le mm. Marvel R est complètement différent. Ouais. Il commence à être bien, celui-là. Enfin, Bah, c'est celui-là, ça, Il justement, voilà, un style qui il est commence à être pas mal. je trouve. On a une photo juste après Romuald. Franchement, le Marvel R, je trouve que bon, c'est pas très original, mais quand même, quoi, il a la gueule. c'est mieux que les premières productions, en tout cas. Mm. Après, bon, c'est un modèle qui est en Chine et vendu sous une nouvelle marque qui s'appelle R, tout simple, qui émane de Rover. Donc, ça, c'est le Rover chinois que SAIC a relancé. Et à la base, c'était aussi un autre modèle qui s'appelait Marvel X, qui a été lancé en 2018. C'est Mm. aussi un modèle électrique. D'accord. D'ailleurs, Damien, je te pose une question en aparté, peut-être que tu auras la réponse. C'est à propos justement de cette pluralité de marques qui existe en Chine et même cette pluralité de modèles. J'ai toujours été impressionné par le fait que sur un même segment, une marque pouvait proposer 3, 4 berlines différentes. C'est lié à quoi? Comment ça se fait enfin, c'est vraiment la demande qui veut ça? Oui, oui, mais après, tout dépend aussi des marques. Par exemple, Volkswagen, si on parle que de marques chinoises, par exemple Geely ou Chery à une époque, ou même Gridwall à une autre époque, avaient différentes marques, donc avaient différents réseaux de concessions. Et quand ces marques ont disparu parce que ça n'a pas trop marché, ces concessions sont redevenues des Gridwall ou des Chery ou des Geely. Et ils ont dû créer de nombreux modèles pour pouvoir écouler
ces modèles-là dans différentes concessions. Donc, moi, Ok. ça m'est arrivé plusieurs fois de me promener dans des zones où remplies de concessions en Chine, où tu avais un concessionnaire Geely à gauche, sans aller plus loin, tu avais une autre concession Geely, mais à l'intérieur, tu avais différents modèles. Tu avais des Ouais. berlines à gauche, tu avais des SUV à droite. Bon, c'était la même marque, mais c'est dans différentes concessions. Un peu comme ce qui s'est passé au Japon jusqu'à la fin des années 90, où Honda, Toyota, Nissan avaient différents réseaux de concessions et avaient des doublons dans leur gamme. Il y avait des Fuga, il y avait des Cédric, des Gloria, il y avait des Crown, et à côté, tu avais autre chose. Ah, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Après, le marché, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y avait une demande. Donc, du coup, Oui, bien sûr, bien sûr. il y a un marché de 25-26 millions de véhicules. Donc, Juste pour revenir sur le Marvel Air, après, Ouais. si elle a vu justement de la photo qui montre son arrière, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'il adopte tout de suite en fait les codes stylistiques des gammes actuelles des constructeurs premium et même européens. En fait, il y a pas de décalage là-dessus. Et ça me fait repenser à quelque chose, c'est que depuis 2-3 ans, je crois, il me semble que les constructeurs chinois commencent à débaucher au maximum en fait des compétences françaises ou européennes pour les faire venir et justement espérer peut-être séduire plus facilement le marché européen derrière et Absolument. rectifier en même temps le gap qui peut y avoir, si tu veux, soit d'un point de vue techno, soit d'un point de vue design C'est clair. avec le reste du monde. C'est clair. Bah, on a un exemple d'ailleurs qu'on gardait, enfin que je voulais garder à la fin, c'est l'exemple d'une marque non pas chinoise mais vietnamienne qui s'appelle VinFast et qui va arriver très prochainement en Europe. Le PDG vient d'Opel et le directeur marketing vient de chez Nissan. Donc effectivement là il y a un échange de, enfin c'est même pas un échange en fait, c'est une prise de. débauchage, hein. Ouais, c'est ça. Il C'est y a ça. un mercato au niveau des designers, des Ouais, c'est partout. ingénieurs. Et puis même aussi en France, là, alors juste pour l'exemple français, je crois que tu as un des relations presse de Volkswagen Group, Ouais. une des marques de Volkswagen Group qui a basculé du coup chez MG en fait en tant que relation presse aussi. Ouais, tu vois, ça m'étonne pas. Comme quoi, c'est un exemple que la marque cherche vraiment peut-être à grappiller rapidement en fait, comment dire, à accélérer en fait son implémentation. Bah, il y a le point de vue côté marque, mais il y a aussi le point de vue côté, je dirais côté humain ou plutôt vraiment des enjeux de recrutement. Je me dis que ça peut être un challenge intéressant que de travailler pour une marque chinoise qui s'implante en Europe et qui a a priori les moyens de ses ambitions. Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Oui, mais ils ne mettent pas forcément en avant qu'ils sont chinois, justement. Ouais. Ça me fait penser à une pub que j'ai vue il n'y a pas longtemps dans Challenge ou un magazine, où on voit une double page. À droite, il y a un modèle électrique, SUV électrique, et à gauche, il y a la MG. Alors, je ne sais pas si c'est une MGA ou MGB, enfin, le petit roadster des années 50-60, en disant que voilà, à l'époque, c'était le sport, c'était une marque anglaise, et maintenant, c'est une marque électrique, parce que bon, avec l'environnement qui change, avec les réglementations, donc il faut aussi bien rouler en électrique. Ouais, ils ont plutôt raison d'ailleurs, je trouve, de ne pas vanter entre guillemets le fait qu'ils soient chinois, puisqu'on parle quand même aujourd'hui de plus en plus dans tous les secteurs de consommer local, de consommer vraiment des produits proches de chez nous. Or, le fait d'acheter des produits made in China, c'est pas forcément très propice à ce contexte-là. C'était aussi peut-être un rapport à la qualité aussi, la perception que nous, Européens, on peut avoir des produits chinois où on se dit c'est made in China, ça va être bof bof en qualité. Peut-être qu'ils ont évité aussi cette mention-là volontairement. Qu'en penses-tu, mon cher François? Excellente transition, merci Fabien. Je cherchais un truc de François, je ne savais pas comment. Oh, je ne comprenais pas. Tu parles chinois d'ailleurs, Navigatoire, Damien? Comment? Est-ce que tu parles chinois? Tu as des notions de chinois? Ah, j'ai des notions, mais bon, ça fait 2 ans que j'en ai plus parlé, donc du coup, c'est fouillé, on va Quand dire. même. Ouais. Oh mon Dieu. Le mandarin, c'est pas cantonais, hein? Ça fait Attention. même pas 2 minutes, François. Cool. Allez.
Si Guillaume nous regarde en direct, merci à lui. Merci bonsoir. à notre petit François. Donc, tu nous appelles pas Josiane, ça va. Et la question du jour pour toi, François, du coup, c'était si MG, par exemple, sur ses dernières pubs, omet le fait qu'il soit un constructeur chinois ou qu'il vende des modèles chinois, et à ton avis, c'est dû à quoi? Je pense que c'est pas une omission. Un mensonge par omission n'en est pas forcément un. C'est clairement une technique de communication. MG mise tout sur le British. Quand tu regardes le concept car Cyberster, tu as les mêmes gimmicks de drapeau britannique que sur une Mini avec les feux façon Union Jack ou les décorations de toit. Et tout est fait. Le principe même de la réutilisation de la marque, c'est l'appropriation du patrimoine européen. Et donc, on pourrait même dire que c'est même le cas des autres marques, parce que Airways n'affirme pas son caractère, son origine chinoise, et CRS non plus. Ça sera intéressant en revanche de voir si Lynk & Co ose de le faire, mais je pense que ce sont deux faits qui culturellement seront assez intéressants à regarder, parce que même les constructeurs coréens, alors que le soft power coréen commence à se voir. On a la K-pop qui est aujourd'hui l'une des pop les plus regardées, les plus consultées, les plus consommées au monde. On a le succès de Squid Game sur Netflix. On a le succès, le triomphe international il y a 2 ans du film Parasite. Et pourtant, ni Kia ni Hyundai ne mettent en avant leur coréanité dans leur publicité. Oui, comme si c'était encore un petit peu tabou finalement. Alors il n'y a que le Japon qui commence un petit peu à se l'approprier. Toyota avec ses couleurs blanc et rouge sur sa gamme de sport Gazoo Racing. Et je dirais aussi un petit peu Suzuki, qui a un petit côté, on voit avec le logo, qui est exactement le même d'ailleurs au Japon comme pour les autres marques, mais qui est un petit peu façon samouraï. Mais elles aussi cachent un peu. Finalement, c'est un truc très, très européen d'affirmer, et très occidental, puisque les Américains, c'est que ça, d'affirmer l'identité nationale de leurs produits. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que nous, constructeurs européens, on revendique en fait cette origine européenne quand on vend des modèles là-bas? J'en ai l'impression. DS n'est-il pas l'exemple même du luxe à la française? Tout à fait. Mais après, est-ce qu'ils mettent en avant plutôt le fait que ce soit des modules spécifiques chinois, par exemple, ou produits directement en Chine, plutôt que de dire c'est la France, c'est l'Europe? Il y a un clair cas de communication sur c'est la qualité ou c'est l'image à la française. Ils mettent en avant Paris, la Tour Eiffel, voilà, le Sophie Marceau, DS, c'était ça. Hein. Après, pendant des années, DS, ils ont commencé à vendre des DS5 fabriqués en France, des DS3, des DS4. On n'en voyait jamais. Après, ils ont commencé à produire en Chine. Ils vendaient plus que les voitures chinoises. Enfin, voitures fabriquées en Chine. Puis finalement, ça n'a pas marché non plus. Hein. Changé. Là, ils sont en train de relancer la DS3 Crossback électrique en Chine. Ah, d'accord. Et ils le font comment? Il y a une stratégie particulière? On a publicité, marketing. Bon, après, elle est vendue plus de 300 000 yuan, un petit modèle comme ça. Ça fait combien en euros? 45 000. Ah oui, ah oui. C'est plus cher qu'en France? 100 000 yuan, ça fait à peu près 15 000 euros, donc 45 000 euros. En France, il doit être à 35 000, je dirais. Maximum 35 000 en électrique, ouais. Ouais. Donc, ce qui reste une belle somme. Mais après, c'est un modèle importé, donc il y a des taxes. Bon, il y a ça qui. Bien sûr. Oui, ça peut se justifier, mais. Ça démarre à 600 en France, apparemment. Ça démarre aux alentours de 37-38 000 en France. Donc, effectivement, il y a quand même un gap que tu peux sentir passer. Quand même. Donc, la qualité, elle est passable. Enfin, c'est pas la DS la plus qualitative, en tout cas. Donc, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué de le vendre à des Chinois qui sont en recherche de qualité derrière. Après, ils ont la DS9 pour acheter quelque chose de plus qualitatif. Est-ce que ça va marcher? That is the question. Allez, en parlant de qualité, justement, on a, pour en terminer avec MG, puisqu'on évoque aujourd'hui dans plein phare les marques chinoises qui arrivent en Europe, et MG en fait partie. Elle est arrivée en 2020 et elle continue d'arriver, notamment avec ce Marvel Air que vous avez vu à l'écran. Et là, vous voyez justement son intérieur qui paraît quand même très qualitatif.
Et là, Fabien, j'ai une question pour toi. Fabien, je sais que tu es un petit peu geek, que tu t'intéresses aux actualités voilà, du secteur. Quand tu vois un énorme écran comme ça, est-ce que ça te fait envie? Pas tant que ça, en fait. Le premier réflexe que j'ai, et je pense que c'est un retour d'expérience purement personnel, c'est de me dire que je vais me paumer dans une multitude de menus. Parce que plus l'écran est grand, plus on a tendance à vouloir coller d'informations dessus, et plus on a tendance aussi à le mettre en avant au détriment en fait de commandes physiques, bien entendu. Et donc c'est pour ça que quand je les vois, ça me tente pas des masses. Après, c'est dans l'air du temps, ça fait toujours un effet waouh quand tu montes dans un véhicule et qu'il y a une grande tablette comme ça. Mais franchement, en termes d'ergonomie, je vois pas tant que ça l'intérêt. Je veux bien admettre qu'un grand écran puisse être. Oui, François, je vais te laisser la parole juste après. Comment dire ça apporte plus en lisibilité d'information et c'est agréable quand tu conduis, mais d'avoir en fait quelque chose d'aussi gros que ça, réel plus, je sais pas. Donc vas-y François, je t'en prie, partage ton avis là-dessus. Moi, je l'ai essayé le Marvel Air cet été, grâce à une petite exclusivité d'un de nos invités. On en avait eu au fin juillet, Nicolas Meunier, qui avait pu l'avoir en avant-première grâce à MG et qui nous l'avait proposé le même jour. Le fait est que le véhicule était encore en phase de test, donc il y avait pas mal d'informations, notamment quand tu passais la caméra de recul, tout était écrit en chinois. Malheureusement, mon mandarin est encore un petit peu rouillé. Donc, par définition, c'était pas tout à fait encore au point, mais 99% du boulot était fait. Et je rejoins totalement Fabien pour dire qu'un grand écran, c'est à la fois, à mon sens, la capacité qu'a un constructeur à éblouir les gens, mais quand on éblouit les gens, c'est qu'on cache des trucs. Et cacher quoi? On cache qu'on fait d'énormes économies sur toute la télématique et toute l'intégration informatique derrière. C'est-à-dire qu'on a tout fourré au même endroit et que si ça tombe en rade, bah bonjour pour t'en sortir. Et je ne trouve pas que l'implantation soit importante parce qu'elle est vraiment, vraiment visible, vraiment énorme. Et au quotidien, le bonheur, notamment de nuit, c'est de rouler écran éteint avec uniquement les lumières des voitures qui parfois t'éblouissent de trop, pas un maximum de lumens comme ça. Et puis les sous-menus sont bien moins faits que dans d'autres marques. Tesla fait évidemment référence dans le domaine. Et il y en a d'autres qui s'en sortent très bien avec des écrans pas forcément aussi larges, aussi énormes. Je trouve que le futur écran de la Renault Mégane, qui lui aussi est de belle taille, va bien changer les choses. Et là, j'ai trouvé les menus assez, comme on dirait dans un style littéraire, amphigourique, très compliqué. Je fais un tour dans le chat en parallèle, je vois qu'on a, bon, en tout cas, je ne l'ai jamais vu avant, un nouveau viewer, Maxime4920, bienvenue, qui nous dit que la culture chinoise ou coréenne ne renvoie pas grand-chose dans l'imaginaire mondial pour faire écho justement à ce qu'on disait précédemment, alors que lorsqu'on parle effectivement de culture anglaise, US ou même française, là, ça peut peut-être faire un petit peu plus écho. Damien, à propos justement de tout ce qui a été dit là par Damien, Bugué par Fabien, pardon, décidément, les prénoms se ressemblent un peu. Technologie, j'imagine, et enfin, oui, bon, j'anticipe un petit peu ta réponse en disant ça, mais j'imagine qu'il y a une volonté aussi de la part des constructeurs chinois de montrer que voilà, enfin, de montrer que c'est eux qui ont la plus belle et la plus voyante technologie. Il y a aussi une course finalement à qui aura le plus grand écran, qui aura le plus de, mais c'est ça, c'est ça. dans sa voiture. C'est un peu comme les téléphones, les écrans sont de plus en plus grands, maintenant les écrans pliables, il y a même des écrans qui vont se rétracter, bon. Et où est Byton d'ailleurs? Vas-y. Où en est Byton d'ailleurs? Byton? Bonne question. Je sais pas du tout. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué en préparant l'émission d'aujourd'hui. Je sais pas, puisque la deuxième marque qu'on voulait évoquer, c'était plutôt Airways. Airways qui d'ailleurs fait partie du même réseau d'importation que MG. C'est Cariste France, en France du coup, pour le marché français. Deux derniers mots sur MG pour terminer. D'une part, que la marque a réussi à placer son ZS assez régulièrement dans le top 10 des voitures électriques les plus immatriculées. Donc ça, c'est quand même à souligner, une voiture chinoise dans le top 10 des voitures électriques immatriculées. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, en octobre 2021, MG a 88 points de vente physiques, donc en France. Donc 88 distributeurs, donc c'est quand même pas neutre. C'est tout l'inverse pour le coup, et là la transition est toute trouvée, que Airways, qui lui pour le coup a une stratégie totalement différente, à savoir de vendre ses voitures sur Internet. Et on en parlait juste avant de commencer l'émission avec Damien.
Ça, c'est une stratégie encore, Damien, qu'on voit très peu. Il y a encore très peu de constructeurs, et je n'ai même pas d'exemple, mis à part Polestar, qui me vient en tête, très peu de constructeurs qui ont tenté en fait de passer de concessions et de utiliser leur modèle uniquement sur Internet. Tesla était le précurseur. Et Tesla, oui, effectivement, il y a eu Tesla. Par contre, question du coup, Airways, s'ils vendent en tout digital, quand tu as un souci avec ton véhicule, tu le ramènes où? Ils n'ont pas un accord avec Feu. Feu vert, je crois. Je crois que c'est avec Feu Feu vert, vert. non, c'est ça? Ah, ok. Ouais. Oui, ils ont. Non, ça a l'air d'être mûrement réfléchi. Après, la question qu'on peut se C'est poser, risqué. Je trouve que c'est risqué comme pari, hein, quand même. Ouais, est-ce que les gens seront prêts à acheter Ouais. finalement Une marque nouvelle, une nouvelle technologie, entre guillemets, uniquement électrique, uniquement sur Internet. Bah, si tu as ton réseau de réparateurs qui est là pour te rassurer, entre guillemets, derrière, je te dirais pourquoi pas, mais là, ramener chez Feu Vert derrière, alors j'ai rien contre la marque Feu Vert, hein, et certainement qu'ils offrent des bonnes prestations, mais c'est juste que tu lâches un billet de 30 à 40K dans un nouveau véhicule et tu te dis qu'il sera pris en charge en fait par des réseaux de réparateurs secondaires, entre guillemets. Ça, c'est pas la plus belle des images que tu peux avoir quand tu achètes un véhicule. Maintenant, ce n'est que mon avis, hein. Non, mais enfin, en tout cas, à titre personnel, je suis assez d'accord, même si dans le cas de l'Airways U5 que vous voyez normalement à l'écran, c'est un véhicule qui a été très bien accueilli par la presse et qui a l'air, bon voilà, quand on regarde les chiffres de vente, de faire son petit effet. Est-ce que ça suffira sur le long terme? Est-ce que ça permettra, enfin, est-ce que vraiment les gens ne seront pas trop craintifs à l'idée d'acheter une voiture qui effectivement n'a pas est disponible dans aucune concession et uniquement possible d'entretien via le réseau Feu Vert? Ouais, Les gens ont été habitués, ça fait 15 ans qu'ils n'ont plus besoin d'entretenir leur téléphone et que si le téléphone ne marche pas, ils le ramènent chez. Enfin, ils contestent tout de suite le contrat à distance. C'est presque plus important d'avoir une Livebox ou une Freebox aujourd'hui dans la vie que d'avoir un réseau physique près de chez soi. Et c'est finalement une logique très chinoise. Et ça, Damien nous l'évoquait, je crois, encore une fois en off avant l'émission. Mais là, du coup, Damien, je vais te laisser le dire de vive voix. Ça, il me semble que c'est quand même relativement développé, relativement courant en Chine d'avoir finalement du commerce digital, même pour des voitures. Est-ce que tu penses que les Européens sont prêts à ça encore aujourd'hui? Moi, je pense que c'est plus. Les Européens ont plus des barrières psychologiques. Un Chinois d'une génération à une autre, il est passé de peu d'argent à beaucoup d'argent, entre guillemets, beaucoup de liquide, pas de carte bancaire, et il passe maintenant directement à payer par téléphone, payer par WeChat. oui, WeChat, entre autres, mais reconnaissance faciale pour payer. Ils achètent tout pratiquement tout sur Internet. Arracher une voiture, bon, pourquoi pas, ils achètent bien des sacs à plusieurs milliers d'euros, pourquoi pas une voiture à 10, 15, 20, voire même beaucoup plus. C'est pas le même usage. C'est plus compliqué quand on pense qu'on essaye de supprimer les petites pièces, supprimer les billets de 500 euros. Alors, dessus, les Allemands ne sont pas contents. C'est très compliqué. C'est un pays qui a avancé très vite, qui avance toujours très vite. Et les Chinois, ils n'ont pas, alors d'un côté, ils n'ont pas forcément leur mot à dire, mais ils n'ont pas tant de barrières que ça. Et il faut qu'ils avancent. En tout cas, dans le chat, Maxime 49.1 est catégorique. Sans SAV compétences, les marques ne s'imposeront pas. Après, Airways par rapport à MG, MG est quand même une marque d'un grand groupe qui produit 1,5 million ou 2 millions de véhicules via ses partenaires et avec ses propres marques. Donc, Airways, bon, c'est une start-up qui veut devenir comme Tesla, mais bon, Tesla, il commence à faire des centaines de milliers de véhicules. Airways, ils font quelques milliers, et encore, je suis gentil. Même en Chine, j'ai regardé les chiffres d'immatriculation, ils sont à 3-4 000 sur l'année, donc c'est pas. Oui, mais qui parmi les acheteurs européens connaît véritablement l'histoire entre guillemets de MG et sait que ça appartient à un grand groupe? Qu'est-ce qui pourrait faire que, indépendamment du réseau de concession, qu'un acheteur européen qui ne s'intéresse pas plus que ça aux voitures, mais qui regarde uniquement les prestations du modèle, et en l'occurrence le SUV Airways, c'est grosso modo le même en termes de prestations, voire même un petit peu meilleur.
Il n'a pas payé la 4G, Adrien. C'est pire que chez moi, hein, c'est bien. Ah En merde. fait, voilà, c'est radical. Hein. En termes d'autonomie que le MGZS, qu'est-ce qui va faire qu'il va aller vers le... Je sais, il y a peut-être un petit souci. Ah, il y a Damien qui revient. Non, c'est toi, Adrien, Il qui est revient. parti. Ouais. Ah, c'est moi. Ah merde. C'est marrant, parce que moi, je vous ai vu disparaître d'un coup. Ah, j'ai cru que c'était moi. Vas-y, reprends ton comment dire, ton explication. Oh là là, j'étais fier de moi en plus. Non, je rigole. Tu disais que moi, sincèrement, les gens qui ont connu MG, la marque de sport anglaise et tout, qui sont plutôt vieillissants, est-ce que c'est eux qui vont être les premiers à passer à acheter une voiture électrique? Je pense que c'est à l'image de ce qu'a fait Stellantis en s'offrant pas très cher à Alfa Romeo, Fiat et Lancia. Ils se sont payés 20-25 ans d'image de marque que Audi a eu à construire pour être légitime sur un marché face à des clients. MG, vous le dites à n'importe qui, ça évoque encore quelque chose. Après, le fait que ça évoque, c'est de la même façon que ça plaît à tout le monde d'acheter une Lamborghini quand on a les moyens et que c'est un Urus, et de se dire, oui, j'ai un SUV, mais la marque à laquelle je l'ai acheté a fait des voitures de sport qui sont exceptionnelles. Mais la qualité d'origine n'est que l'écume secondaire du principe économique de la chose. Il y a un deuxième point, en revanche, qui fait qu'à mon avis, la digitalisation des commandes, et je peux me tromper, parce que tous les constructeurs y viennent au fur et à mesure, le parcours client se numérise énormément. On voit que la Citroën Ami, c'est un peu le cheval de Troie chez Stellantis pour réussir à numériser intégralement et totalement rendre en ligne l'achat d'une voiture. C'est vrai que c'est un exemple aussi. Mais c'est possible sur une voiture qui est achetée par des gens qui ont entre de 14 à 30-35 ans. Est-ce que sur un marché français notamment, qui est assez vieux, on est l'un des marchés les plus vieux d'Europe, 65-66 ans d'achat de voitures en moyenne, ou un marché, comme le disait Navigator, Damien, que l'Allemagne est assez en retard sur la numérisation. On l'a vu quand on est allé au salon de Munich, la connexion Internet n'est pas bonne, les réseaux téléphones ne peuvent pas suivre, et le client a encore besoin d'une réassurance physique du produit face à lui. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le modèle des salons survit un petit peu davantage en Allemagne qu'en France pour le moment. Je suis pas sûr. Il y a un côté sociologique en France sur l'âge, ou plutôt un côté générationnel en France, et un côté sociologique et avance technologique en Allemagne, qui, pour les deux principaux marchés européens, pourrait contraindre un peu cette numérisation à marche forcée. Même si il est vrai que la génération actuelle est amenée à partir, hein, et la nôtre à la remplacer, et que nous, si tout de suite on achète à distance, bah, on sera les clients de demain. D'ailleurs, François, ce que tu dis à propos notamment de l'image de marque et des marques premium notamment, tu as parlé d'Audi, tu as parlé d'Alfa Romeo, me fait penser à une autre marque chinoise qui arrive tout juste en Europe. Elle s'appelle CRS, et pour le coup, elle a des velléités premium. Romuald, c'est la slide numéro 9, un SUV encore rouge. Pour le coup, la marque a des velléités premium, mais elle a notamment annoncé un partenariat avec Huawei pour toute la partie justement techno et écran digital de l'intérieur. Est-ce que vous pensez, je vais peut-être m'adresser à Fabien, tu n'as pas trop parlé ces dernières minutes, est-ce que tu penses, Fabien, que les Chinois, une marque chinoise peut s'imposer en tant que marque premium? Ça va être chaud. Je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre avant d'être bons sur du premium. Après, je dirais que c'est pas inaccessible pour eux dans le sens où ils ont déjà ils ont beaucoup de ressources financières et ils ont une capacité à drainer de la connaissance assez facilement grâce à ces ressources financières. À mon avis, de prime abord, je te dirais, ça peut prendre du temps, mais d'un autre côté, à partir du moment où tu as beaucoup de moyens financiers, et je pense qu'ils peuvent peut-être rattraper leur retard assez facilement et assez rapidement en fin de compte. Alors, je vais laisser Damien et François répondre à la question également, mais personnellement, je me dis que vu la vitesse à laquelle les constructeurs chinois avancent, quand on regarde il y a 15 ans, par exemple, quand les toutes premières marques chinoises commençaient à débarquer sur les salons européens et qu'on se moquait d'elles parce que c'était des modèles copiés de la concurrence et qui paraissaient vraiment fabriqués n'importe comment, quand on voit le chemin accompli et qu'on regarde justement des modèles comme ce CRS, comme ce MG, comme les modèles Airways, on se dit que quand même, il y a un sacré gap qui a été fait et les modèles sont quand même très séduisants, même s'ils n'ont pas vraiment d'image encore. Personnellement, je me dis que un constructeur chinois premium, peut-être pas maintenant, mais dans quelques années, peut-être que ça pourrait arriver. François, je te vois un peu dubitatif, mais pas totalement contre mon propos. Je veux prendre la parole avant Damien.
Et Damien conclura sur la version sur la Vas-y, vidéo. vas-y. Il y a une très très forte probabilité qu'à horizon 10 ans, le premium automobile soit effectivement chinois. Moi, j'en suis pas forcément dubitatif, même si mon visage peut le laisser paraître, j'étais plus dubitatif sur l'idée qu'il aurait du mal à rejoindre la qualité européenne. Aujourd'hui, les analyses concurrence vont en Chine pour analyser l'intégration des écrans, l'intégration numérique, des ADAS et des technologies modernes. Alors qu'il y a 10 ans, c'était l'inverse et on les voyait sur les salons avec leurs maîtres pour mesurer les écartements, la taille des amortisseurs, etc. Aujourd'hui, c'est les Européens qui vont chercher des visas pour aller sur les salons chinois et non l'inverse. Secondo, on est sur des constructeurs qui, en réalité, pour certains, je vois Foxconn qui aujourd'hui a présenté 3 modèles. Foxconn, c'est le sous-traitant numéro 1, c'est en réalité le constructeur numéro 1 d'Apple. Si aujourd'hui une Apple Car doit exister, c'est Foxconn et non l'inverse. Et donc, je suis assez aussi à regarder le marché côté mise à disposition des pièces. Qui produisent les batteries? Ce sont les Chinois. Qui sont les plus en avance sur les technologies de reconnaissance faciale? Ce sont les Chinois. Qui sont les plus avancés sur les technologies de mise à disposition de services connectés? Et en grande partie les Chinois. Et c'est tout un champ qui, si on devait comparer aux Japonais ou aux Coréens, qui ont eu un apprentissage très long, 20, 25, 30 ans à devoir construire des usines en Europe pour s'implanter, puis apprendre les moteurs, puis apprendre les normes des moteurs, puis apprendre la qualité de fabrication, puis apprendre le positionnement marketing, le positionnement de communication, savoir qui sponsoriser, qui aider, qui lobbyer pour réussir à influencer. Les Chinois sont complètement décomplexés. La technologie et l'Europe, quasiment, leur tendent les bras. Vous n'arrivez pas à faire de moteur thermique? Très bien, on fait tout sur l'électrique. En plus, c'est ce que vous savez faire, cadeau, venez. On subventionne ça. Hein. Pardon? Et on subventionne ça. Le pire, c'est que c'est le cas. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une inversion. On a mis des freins énormes jusqu'à mettre des quotas aux Japonais ou un mépris assez sale finalement hein, quand on regarde dans les années 90 vis-à-vis de l'automobile coréenne, qu'on s'en moquait, les publicités sur les Hyundai Atos où on se marrait de voir Jackson Richardson à l'arrière avec ses 2,20 m pliés à l'arrière de la voiture. Aujourd'hui, on a presque aussi un Roland, et qui est une bonne chose sociologiquement, de refus de ces préjugés racistes ou un petit peu méprisants. Et donc, on n'est plus à considérer qu'une chinoiserie est une mauvaise chose. On est limite à ne plus dire le mot chinoiserie. Quand bien même, une ZS est moins bien fabriquée que le reste de la production, mais ça fait le job. Ça correspond à ce que les gens veulent. Un écran, une voiture qui fonctionne, 250 km d'autonomie, et c'est 25% moins cher. On voit aussi le succès de Dacia. Hein. Dacia, c'est pas non plus le top de la production automobile, et pourtant, ça se vend. Exactement. Tesla aussi, finalement, sur un segment un petit peu plus premium. Tesla, c'est du haut de gamme, mais il n'y avait quand même pas de. Enfin, c'est considéré aujourd'hui comme une marque haut de gamme. Mais... En termes de qualité, ça ne l'est pas. En termes d'avance technologique, ça l'est. Et donc, voilà. La considération de haut de gamme a complètement changé. Aujourd'hui, Audi et Volkswagen conservent leur aspect premium, alors qu'en termes de qualité de matériaux, une 308 ou une DS4 les aplatit littéralement. Et je ne suis pas payé par ces marques-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que Dacia faisait de l'accessible il y a encore quelques années et qu'aujourd'hui, mine de rien, ils ont un peu premiumisé leur véhicule. Donc, du coup, on peut peut-être imaginer que les constructeurs chinois vont faire la même chose, c'est-à-dire que je m'implémente avec un concept, comme tu disais, François, de base, mais qui séduit, et que derrière, je vais incrémenter en fait ma qualité au fur et à mesure, parce que j'en ai les moyens aussi de le faire plus rapidement que les autres. Je vois même MG comme un Audi, mais ça, je n'irai peut-être pas très Non, je ne les vois pas non plus aller jusqu'à ce standard-là, mais en tout cas, regravir en tout cas quelques marches sur les échelons. Si on parle de base pour le MG ZS, c'est quand même un modèle à 30 000 €, un modèle électrique, et pas non plus une voiture thermique à 10 000 €. Les Chinois ont essayé de nous vendre des voitures pas chères qui se ramassaient et ça n'a pas marché. Et là, ils commencent sur un autre créneau quand même. Et déjà, partir du bas, quoi. Ils utilisent la technologie pour garder un peu de valeur ajoutée, enfin, plus que de la valeur ajoutée. Clairement, le bénéfice se fait sur le fait que la technologie est chez eux à prouver et chez nous à découvrir, ou en tout cas à construire, parce qu'on a besoin d'immenses ressources pour construire les usines de moteurs, les usines de batteries dans le Nord, en Europe et partout. Et sur ce qui est de l'apprentissage qualité, ils sont aussi tout à fait capables d'acheter, et de façon très honnête, il faut le dire, ce qu'on sait faire. Qui a investi dans PSA au moment où personne ne croyait en PSA? J'avais des collègues de classe qui me disaient, mais PSA, dans 6 mois, l'affaire est pliée, il faut juste préparer les plans de licenciement.
c'est Dongfeng. Dongfeng s'est offert une part de PSA et tout le savoir-faire de PSA en termes d'ingénierie usine pour 2 milliards d'euros. Pareil pour Geely. Geely est monté au capital à pas cher du tout de Mercedes et s'est offert Volvo, qui était et qui est toujours un constructeur premium et qui est peut-être le plus avancé dans les recherches de sécurité. On a d'une certaine façon aussi vendu et vilement nos savoir-faire. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça a permis de sauver aussi des emplois. Effectivement, effectivement, effectivement. Et je fais un tour dans le chat, Maxime 4920 qui nous dit qu'effectivement, il faut faire ses preuves petit à petit. Ce sera selon lui la clé du succès chinois, mais que pour l'instant, ils partent quand même de plutôt bas. Je réponds à Guillaume, je vois justement sa réponse dans le chat à propos d'une concession en plein Paris, à propos de Tesla, ouais. Il y aurait effectivement une Tesla, une concession Tesla en plein Paris. Est-ce que ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu sais, petit aparté, François, est-ce que tu sais s'il y a aussi un garage d'entretien à Paris, Tesla? Fabien ou Damien, Non, si vous pas de savez. réponse. Écoute, Ouais. on va rien. Tesla? Non, je sais pas. Ouais, Tesla, non, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de. Ah si, mais bien sûr que si, mais quel imbécile, évidemment, j'ai même leur carte de visite dans mon téléphone. Ah, bon, voilà. Heureusement que Tesla ne nous regarde pas ce soir. Ils ont en fait noué des Un petit François serait mieux. Ils ont en fait noué des partenariats avec pas mal de grands noms de l'entretien automobile. Et pour ce qui est, par exemple, de l'entretien carrosserie, ils se sont adressés à la carrosserie Lecoq. D'accord, très bien. Ok, bon, merci pour cette précision, Guillaume. J'espère que tu auras eu ta réponse du coup. Il faut voir que la carrosserie Lecoq, le choix de Lecoq est. Bon, alors, quand on est allé chez eux l'an dernier, leur parking est presque submergé par des voitures Tesla parce que les pièces étaient difficiles à obtenir, c'était la pleine pandémie, vis-à-vis des États-Unis, qui est un marché qui s'est vraiment très fermé. Obtenir des visas pour aller aux États-Unis et des visas d'importation, c'est très difficile. Mais il faut aussi savoir que ce sont des voitures qui sont en aluminium. L'aluminium, ça nécessite des savoir-faire de carrosserie très spécifiques. Merci François. Alors on revient maintenant en Chine. Juste pour revenir, deux secondes, pour revenir à, excuse-moi, à l'écart entre guillemets entre l'Europe et la Chine, c'est l'Europe a loupé le virage de l'informatique, a loupé le virage d'Internet. Il n'y a aucune marque de téléphone qui est européenne. Et excusez-moi. Sauf celui-là. Ouais, mais même pas. Ça veut pas. Pardon. Du coup, quand Renault font ce magnifique écran sur la Mégane électrique, il s'adresse à qui? Je sais pas, il faut que je réponde. C'est Microsoft, c'est l'écran enfin tout ce qui est numérique dans la nouvelle Mégane, c'est pas avec Microsoft qui sont. C'est Google, Google, pardon, oui, bon, mais Google. PSA, Stellantis, ils sont en train de s'allier avec Foxconn, notamment pour ce genre de choses. Voilà, on revient toujours sur le même problème, hein, au final. Problème ou opportunité, en tout cas, dans le cas des constructeurs chinois, parce que. Oui, non, mais pour les constructeurs chinois, oui. La porte d'entrée, elle était là. La porte d'entrée, elle était sur la technologie et sur le haut de gamme. Là où, et ça me servira de transition pour la suite, là où il y a une dizaine d'années, les constructeurs chinois comptaient arriver en Europe, non pas sur le créneau de la technologie, mais plutôt sur le créneau du low cost. Et on a notamment un parfait exemple pour illustrer ce propos-là, c'est la marque Coros, qui a failli arriver, mais qui n'est jamais arrivée, avec une voiture qui aurait dû être commercialisée de mémoire. Là, on était en 2012-2013. Romuald, c'est la slide 11, parfait, et merci beaucoup. C'est une voiture qui devait être commercialisée donc autour de 2012-2013 et qui devait surtout arriver à un tarif autour des 15 000 euros pour une voiture donc, qui, visuellement, en tout cas, faut bien imaginer que la photo que vous voyez là, elle date de 2012. Visuellement, était quand même plutôt sympa pour une voiture à 15 000 euros. C'est pas péjoratif, mais on croirait à une Ford. Ça m'a fait penser à la Ford Mondeo. Mais... Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air. Un peu Passat aussi, je trouve, sur le profil. Et alors, Passat, c'est tout à fait logique, puisque vous aviez quasiment 4 directeurs de Volkswagen qui étaient à la tête de Coros. Ils avaient fait leur marché. Et c'était un designer de Mini, je crois, François. Ouais, tout à fait. Et ils avaient obtenu à l'époque le meilleur résultat historique d'Euro NCAP. Avant que Euro NCAP commence à passer sur tous les systèmes de sécurité active avec les prétensionneurs de ceinture, les alertes anti-collision, le freinage à 30 km/h automatique, etc. En termes de résistance matériaux au choc, c'était la meilleure du monde.
Alors, François, je te pose la question puisque tu as l'air de connaître le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé avec Coros? Puisqu'il y a eu un énorme raout médiatique autour de l'arrivée de la marque en Europe. Ils étaient présents au Salon de Genève en 2012, je crois, ou 2013 peut-être. Ils annonçaient vraiment qu'ils allaient arriver vraiment pleine balle. Et finalement, on ne les a jamais vus et le projet a avorté. En fait, l'Europe n'était pas tout à fait leur objectif. C'est paradoxal, mais ils sont venus chercher en Europe ce dont ils avaient besoin, la légitimité d'être un bon constructeur et d'avoir des ingénieurs qui soient de qualité. Parce qu'à l'époque, la Chine, pour ses clients, avait un énorme déficit de qualité. Ouais. Les Chinois eux-mêmes considéraient que ce qu'ils produisaient, c'était pas bon et qu'il fallait se fournir à la concurrence, enfin, aux marques occidentales, d'où le succès de Volkswagen, de Skoda, de Honda. Et aussi, en un certain sens, à cette époque-là, 2012, c'était la meilleure année de PSA en Chine. D'accord. Il s'est trouvé ensuite que la marque a eu du mal à industrialiser en Chine, que l'image européenne n'a pas vraiment suivi, puisque le réseau ne s'y est jamais développé, mais ce n'était pas leur objectif premier. Et il me semble qu'ils ont manqué de fonds, et ce qui fait que même l'aventure en Chine n'a pas eu lieu. Oui, c'est ce que j'allais te demander si la voiture avait été commercialisée en Chine, mais finalement, non, a priori. Il ne semble pas. Là, c'est Navigator qui sera. Ah non. Coros aussi, si, Coros, ils continuent à être vendus parce qu'ils ont été rachetés par Baoneng. Et Baoneng, c'est le sous-traitant de DS. Producteur de la DS9. Ah non, si, ils ont commercialisé la berline 3 qui a été présentée à Genève, la version 5 portes, et ils ont vendu aussi un SUV et la berline 4 portes avec version crossover. Bon, ça marchait un peu, mais bon, après, c'est trop cher pour une marque chinoise. Disons que je pense que Coros est arrivé trop tôt en Chine. Trop cher pour du chinois, mais c'était qualitatif. Donc, du coup. Ils ont ouvert la voie, c'est certain, à la démarche Lynk & Co, qui est en fait du Volvo badgé, ou à la démarche aujourd'hui de Dongfeng, qui, avec la CRS, s'est offert une grande partie des technologies PSA pour tout simplement faire mieux. Je pense qu'effectivement, il y a un côté un peu cheval de Troie, mais avoir raison trop tôt, c'est aussi avoir tort. Après, ils ont réussi à vendre quelques voitures en Slovénie, en Slovaquie, je ne sais plus où. Mais oui, parce que c'était une voiture qui avait été conçue chez Magnaster, justement, en Autriche. Wow. Ah oui, bah. Après, il y a un autre exemple qui est un petit peu similaire, mais de façon assez radicalement opposée, c'est la Hongqi S9, qui est la supercar qui est proposée par Hongqi. Ils l'ont dessinée, ils l'ont conçue avec un V8 biturbo hybride 1900 chevaux, c'est parti dans tous les sens, même le style d'ailleurs. Et puis ils ont compris que vu l'accueil assez froid à Francfort 2017, il faudrait peut-être refaire 2019, pardon, il faudrait peut-être un petit peu recaler le tir. Et ils ont demandé ni plus ni moins qu'à Walter da Silva International, qui est l'ancien chef du design de Alfa Romeo puis du groupe Volkswagen, de tout refaire. Ils ont tout redessiné, la voiture sera produite a priori en Émilie-Romagne, qui est le berceau des supercars. Ça reste une marque chinoise. Et là encore, ils vont s'offrir l'image européenne de l'avoir dessinée et produite en Europe. Mais pour bien dire, maintenant, on sait faire aussi bien que vous. Après Hongqi, c'est quand même à part dans la production chinoise. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que. Toujours été la marque la plus. Bon, élitiste. La marque des grands dignitaires du parti. Et après, bon, maintenant, c'est devenu une marque plus premium. Peut-être la seule marque premium ou dit premium en Chine. Et qui commence aussi à exporter des voitures électriques en Norvège, par exemple. Ah ouais? Merde, faut que j'aille en Norvège maintenant. Ça commence à nous coûter cher, hein, ces activités d'activité automobile. Mais la Hongqi, ça a l'air plutôt sexy sur la fiche technique. 1400 chevaux, 400 km/h en vitesse de pointe, 0 à 100 en 2 secondes, 1,5 million d'euros, ouais, vas-y. C'est sexy, ça. Et 99 exemplaires, ouais. C'est un peu comme la supercar de chez NIO qu'ils ont fait. Hein. C'est vrai. Mais après, niveau design, c'est pas si mal que ça. Hein. J'avoue que là, pour le coup, ça... il y a du sexy. Mais qui a dessiné la voiture hein Walter da Silva. Voilà, ok. C'est comme les nouveaux designers de la marque BYD qui est un Européen. Hongqi, me semble, c'est aussi un Européen, quelqu'un qui vient chez Rolls-Royce. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bentley, pardon. Qui a été embauché. Donc, ça revient à ce que disait Adrien tout à l'heure. Le seul personnage du design automobile qui a fait le chemin inverse, c'est le directeur de Citroën, Pierre Leclerc, qui était le directeur du style de GAC, je crois, GAC. Non, de Great Wall, ça commence par la même lettre, mais j'avais casé au mauvais endroit. L'ancien directeur du style de Great Wall, finalement, il est quand même revenu en Europe, pour la douceur de vivre européenne. D'accord.
Lui aussi, le C'est pour Igué Non, parce qu'avec Damien, on parlait du fait que quand tu passes un peu de temps en Chine, on va dire très, très vite, le petit déjeuner à l'européenne te manque. On mange bien quand même en Chine, mais c'est différent. Faut pas généraliser. Mais je pourrais me dire pas de café, pas de chocolat chaud ou pas de brunch, ça te manque au bout d'un moment. Mais voilà, c'est pour la part. Donc c'est certainement pour ça qu'il s'est dit vas-y, c'était bien la Chine, mais je reviens en Europe parce que là, j'en peux plus. Alors, pour continuer sur le design, justement, on parlait là de Honky et qui a été décidé, enfin, la supercar de Honky qui a été designée par Walter da Silva. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette voiture. Romuald, c'est la slide numéro 16. C'est la Aura 4 qui a été présentée en première mondiale au Salon de Munich, donc en septembre. Personnellement, je la trouve assez mignonne. Alors, faut le savoir, puisque là, on a l'impression de voir une citadine, mais c'est une voiture qui est de la taille, justement, d'une compacte. C'est de la taille d'une Renault Mégane E-Tech électrique ou d'une Volkswagen ID3. Et ce sera une concurrente, justement, puisque c'est un modèle électrique, malgré ses airs néo-rétro. Qu'est-ce que vous en pensez? Damien, qu'est-ce que tu en penses de cette voiture, visuellement? C'est chinois. Et alors, c'est bien ou c'est pas bien? Beaucoup de LED, des écrans intérieurs électriques. Oh, c'est marrant, c'est marrant. Ce côté néo-rétro, là, qu'est-ce que tu en penses avec ces phares à l'avant qui font un peu penser, enfin, personnellement, moi, ça me fait penser à une Après, porte. du coup, je vois pas la photo. Alors, je ne sais pas à quelle Aura Ah, tu pardon, parles, ouais, mais c'est le Aura 4. Si tu tapes sur Google Aura 4, c'est ça qui était Aura présenté à à Francfort. Munich. À Munich, Ah ouais, oui, j'ai pardon, à dit Munich. encore tout à l'heure, c'est Munich. Seul dedans, Pardon. de Porsche. Aura, c'est la marque électrique du groupe Gridwall et c'est censé être la base d'une Mini électrique qui serait produite en Chine. Alors là, en l'occurrence, ce serait une compacte, la Aura 4 en tout cas, même si elle fait plus petite que Après, ça dépend du modèle, parce que Aura, ils ont 1, 2, 3, 4, peut-être 5 modèles actuellement dans la gamme. Ah, Donc, il y a des citadines, des petits modèles qui ont un look rétro. Aussi, ouais. C'est vrai que c'est assez étonnant, ce look rétro. Ça vise plutôt la clientèle jeune, féminine, urbaine. C'est une autre voiture. Pas bien, je te vois hocher la tête. Oui, mais. En fait, autant l'extérieur, si tu veux, je suis mitigé. Il y a un côté mignon, mais il y a encore un côté un peu bizarre dans les proportions. Ouais. Le niveau latéral, à la limite, tu la regardes de la face avant, elle est toute mignonne, mais là, de 3/4, ça fait un peu chelou. Et l'arrière est très spécial quand même, parce que pas de l'impression qu'il n'y a pas de feu qui s'affiche, c'est juste un bandeau LED en fait qui c'est ça. parcourt tout le haillon. Et encore, c'est même pas dans le haillon, c'est au-dessus du haillon. C'est ça. C'est osé, pourquoi pas. Par contre, l'intérieur, plutôt mignon, conventionnel, hein, mais mignon quand même. Pour rebondir sur ce que tu dis là à propos de l'arrière, je me souviens que quand elle avait été dévoilée à Munich et qu'on avait vu les photos de Guillaume et François, qui étaient nos reporters à Munich lors du salon il y a un mois, et que j'ai vu les photos de l'arrière de la voiture, je me suis dit, mais en fait, ils ont présenté un prototype, qu'est-ce qui se passe? Parce que je cherchais les feux, justement, et en fait, les feux, ils sont intégrés dans la lunette arrière. Ouais, c'est assez étonnant. Je me suis dit, putain, les cons, ils ont oublié de mettre les feux arrière. En tout cas, elle est plus belle que le concept car qui était juste à côté, qui ressemble à une Panamera qui. Je l'aimais bien, donc je sais plus comment elle s'appelle, mais j'aimais plutôt bien. Moi, c'est vrai que c'était une grande berline qu'ils avaient présentée à côté, et je la trouvais plutôt bien. Je cherche une photo en parallèle pour qu'on puisse vous la diffuser, puisqu'on parle de marques chinoises ce soir dans Plein Phare, et on parle notamment des marques qui vont arriver très bientôt sur le marché européen. Et Aura fait partie de ces marques. Aura, c'est la marque, comme le disait Damien, qui intervient chez nous ce soir, une marque du groupe Great Wall, qui va arriver a priori à partir de mars 2022. On ne sait pas encore via quel réseau de distribution, mais en tout cas mars 2022 pour l'Aura 4 que vous voyez à l'écran. Et puis je vais vous trouver très rapidement une photo de la berline que Damien évoquait justement. François, une petite question en attendant à propos de cette Aura 4. Tu as eu l'occasion de la voir justement à Munich. Que t'en as pensé? Avant de dire ce que j'en ai pensé, je vais essentiellement dire ce que j'en vois. C'est une voiture qui me semble être une parfaite synthèse d'un brief marketing tel qu'on l'aurait fait au téléphone. Qu'est-ce que vous attendez d'une voiture? Qu'elle soit électrique, qu'elle soit mignonne, qu'elle soit jolie, qu'elle soit numérique à l'intérieur, qu'il y ait de la place à l'arrière, qu'elle soit citadine néanmoins. En gros, une Mini améliorée,
le prix en moins. Et ça nous donne exactement cette voiture. En plus, avec le côté un petit peu chat, chien, enfin, il y a toute une métaphore. C'est un bestiaire, cette marque, hein, c'est une animalerie. Mais c'est un côté un peu sympa. Et c'est le même côté sympa qu'on cherche quand on veut avoir un iPhone rouge, qu'on veut avoir tel ou tel appareil avec une couleur en plus. On a infantilisé le client s'est lui-même infantilisé et vautré dans les poudres aux yeux qu'on pouvait lui donner. Cette voiture en est à l'image. Alors c'est vrai, ça fait clinquant. Et il est vrai que le client chinois adore le clinquant et que l'européen ne saurait être le dernier à apprécier les LED qui s'allument dans un sens, dans un autre, qui s'éteignent en virage pour pas éblouir les gens, les fameux feux Matrix, etc. Moi, je la trouve en cela extrêmement cohérente vis-à-vis d'une attente médium, moyenne, mais pas médiocre. Alors après, moi, qu'est-ce que j'en pense? Le regard de l'essayeur te dira que j'ai bien envie de savoir ce que ça donne au volant, parce que c'est vrai que je suis pas insensible au côté mignon de la chose, qui est vrai. Je ne suis pas non plus insensible au côté est-ce que ça va me renvoyer une bonne image, parce qu'on achète aussi une voiture pour l'image que ça nous donne. Sinon, tout le monde roulerait dans un Lada Niva, c'est bien évident. Et donc, cette voiture-là a une cote de sympathie quand on la regarde, presque naturelle, bien plus que, et pourtant c'est la même marque, le Whey Café, le Whey Coffee 5 ou 6, dont on se demande, mais il veut être agressif, mais il est mal proportionné, mais il n'est pas légitime, mais il est pas beau, mais en fait il n'est pas cohérent. Voilà. Là, il y a une sorte de l'ensemble est très cohérent. Et tout C'est à assez fait, cohérent. aussi l'intérieur. Les matériaux sont là encore. Moi, j'ai testé. Qu'est-ce que ça veut dire tester des matériaux? Voir s'ils sont bien assemblés. Les prototypes de salon, ils sont vérifiés 15 fois à l'avance, donc ça veut rien dire par rapport à ma série. Mais il y avait des couleurs chatoyantes, des couleurs rouges, des couleurs beiges, des trucs qu'on ne trouve plus sur les marques en moyenne. Alors désolé, on va encore taper sur PSA, mais chez PSA, une couleur comme le bleu sur la 308 ou les beiges sur certains haut de gamme, ça dure 6 mois au catalogue, puis tout de suite le contrôle de gestion arrive pour dire il nous faut de la rentabilité, allez hop, on supprime, on dégraisse, et on se retrouve avec une 308. La première génération, les dernières 308, c'était à pleurer. Et c'était vendu à un prix quand même salé. Donc, malheureusement, cette voiture-là coche toute la sympathie qu'on attend d'une voiture classique, à peu près toutes les qualités qu'on en veut aussi, et y ajoute en plus la couleur, le côté sympathique. Alors, je reprends à ce propos la main brièvement. Romuald, j'ai ajouté une photo de l'intérieur de l'Aura 4 pour qu'on puisse montrer, enfin, que tout le monde puisse visualiser justement cet intérieur. Voilà, super, merci beaucoup. Je fais un tour également dans le chat où Guillaume est pas mal intervenu. Je rends à César ce que l'on doit à Guillaume. C'est lui qui couvrait le stand Aura à Munich. Et c'est lui qui est venu me parler du modèle. J'étais dans le gaz à ce moment-là. Je lui ai fait ah oui, super, une Aura, génial. J'ai absolument pas compris d'ailleurs l'aura du véhicule. Il est vrai que je l'ai découvert le lendemain et j'ai compris son enthousiasme. Le fait qu'effectivement, on avait face à nous 3 nouvelles silhouettes. La quatrième est à abandonner complètement, c'est un Way rebadgé. Là, franchement, ils ont fait une faute de goût parce que on sent qu'au dernier moment, ils se sont dit ah merde, il faut qu'on gagne de l'argent, on va prendre un modèle qui existe déjà dans la banque d'organes. Et sur les 3 qui ont été présentés, dont une version pseudo-sportive, franchement, l'effet de surprise y est. Alors justement, Guillaume a effectivement bien suivi puisqu'il nous dit dans le chat donc la version qu'on montrait à l'écran, c'était l'Aura 2.4. Ensuite, il y a l'Aura 3.4 qui est la même mais en version sportive. L'Aura 4.4, c'est le SUV dont tu parlais, François, a priori. Et puis, alors pardon, non, en fait, Guillaume s'est rectifié, mince, j'ai lu la bêtise du coup. L'Aura 3.4, c'est pas la version sportive, c'est le modèle proche de la Panamera en termes de look que Damien évoquait. Et on vous a trouvé une photo justement, Romuald, c'est la photo suivante, la slide 18. C'est vrai que c'est un look assez étonnant. Et c'est assez étonnant de voir encore ces phares ronds, ce côté un peu globuleux, qui va plutôt bien, je trouve, à une berline compacte. Et encore, j'ai un peu de mal en disant ça parce que cette voiture, l'Aura 2.4, du coup, qu'on vous montrait, la bleue qu'on vous montrait juste avant, moi, j'ai l'impression, moi, je l'aperçois vraiment comme une citadine de la taille d'une Clio ou d'une Mini. Or, c'est quand même une voiture qui fera autour des 4,20 m et qui sera une concurrente de l'ID3. Déjà, je trouve que ça passe limite un design de ce genre-là sur une telle voiture, une voiture d'une telle taille. Alors, sur une berline qui, a priori, doit faire, Guillaume, tu me diras si c'est le cas ou pas, qui doit faire autour des 4,80 m, c'est quand même assez étonnant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est spécial. Autant celle d'avant, ça passait, autant là,
Ouais. J'ai l'impression de voir une Panamera. En fait, c'est le brouillon d'une Panamera, mais qui a été rejeté en early design. Je suis désolé d'être méchant, mais visuellement, ça bloque quelque C'est part. moche, hein, tu peux le dire. Hein. Ouais, j'ai pas envie d'être cassant à ce point, parce qu'il y a quand même eu du boulot qui a été fait dessus, mais si tu regardes, en fait, les roues qui sont complètement perdues dans la masse de la voiture, alors que je pense que ça ne doit pas être non plus une petite monte de jantes, c'est trop. En fait, c'est cette espèce d'aspect rondouillard global qui la rend sympathique, mais quand tu regardes les proportions avec cet aspect rondouillard, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. J'ai voulu faire un truc à peu près élancé, mais j'ai voulu lui donner un aspect sympathique. J'aime mixer les deux, mais je me suis pas pris la tête à essayer d'assurer une cohérence sur une thématique de bout en bout, en fait. Il y a un côté effectivement aussi émouvant, c'est comme si un constructeur nous présentait ses projets ratés. Parce qu'effectivement, les constructeurs chinois ont quand même beaucoup de moyens, beaucoup plus en tout cas en R&D, et presque une désinhibition totale sur la capacité à explorer des trucs de ci, de là. Quand je vous parlais tout à l'heure de la supercar chinoise, aucun constructeur européen n'aurait osé présenter ça, je pense, parce que craindrait pour son image de marque. Hongqi arrive en Europe, après tout, présentons, et puis on en reparlera quand on aura de la part d'audience ou de la part de voix. Et là-dessus, cette berline-là a un côté extrêmement émouvant. Après, inquiétant, parce que comme le dit Guillaume, c'est bien une taille de C5X, elle n'est pas aboutie, mais quand on regarde la Jiangling Renault Izumi, qui est en fait la future Mobilize Mo, elle n'est pas forcément plus jolie, elle est mieux proportionnée, mais finalement, c'est quand même un Français qui va tenter de la vendre. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça la force en fait des constructeurs chinois? J'étais en train de réfléchir et notamment sur ce que disaient Guillaume et François sur le fait que ce soit des voitures qui sont pas si bien finies que ça. Est-ce que la force des Chinois, c'est justement de ne pas procéder de manière itérative, comme Tesla entre guillemets, mais que eux ont beaucoup plus de cash en fait à claquer que Tesla à ses origines. Ils peuvent se permettre justement de se dire c'est pas abouti, c'est pas parfait, on s'en fout, on lance quand même, on a une présence, on a une image qui commence à se mettre en place et on va rectifier très rapidement derrière en remettant encore du cash sur la table en fait, mais sans se dire qu'on est mal au niveau financier parce que on peut se le permettre. Mais c'est exactement la même démarche que les constructeurs coréens au tout début. On fonce, on fonce, on fonce. L'objectif, c'est d'atteindre des marchés, exporter, exporter, exporter. Et ce qui fait du coup que le gap entre les constructeurs chinois et les constructeurs européens se réduit, enfin se fond comme neige au soleil, parce que les constructeurs européens se mettent quand même une sacrée pression et beaucoup de contraintes pour aller de l'avant, alors que les constructeurs chinois, en fait, pour le moment, s'en moquent, ils foncent, en fait. Je suis assez... Oui, non, je suis assez... Sur le long terme, on verra bien s'ils tiennent quand même. Mais on va dire, pour rattraper tout leur retard, effectivement, ça a l'air de marcher quand même. Je dirais aussi qu'une voiture, c'est 4 ans de développement, et je te rends la parole juste après Damien. Ce que vous voyez là, ce sont des voitures qui, au plus tôt, ont été conçues avant 2019. Vous en tirez les conséquences et les conclusions que vous voulez. Une DS4 aussi a été conçue avant 2018-2019. Ça n'empêche pas que c'est aujourd'hui une très bonne voiture. C'est probablement la meilleure compacte du marché avec l'Opel Astra et la 308 pour les technologies, l'intégration globale et les liaisons au sol. Reste que quand on voit ce que les constructeurs chinois ont réussi à progresser entre 2015 et 2018 sur leurs produits lancés 3 ans plus tard, ça donne une idée de ce qu'on voit en 2025 et ça sera énorme. Et encore, c'est pas le top de ce que peut faire la Chine en ce moment. Aussi, on n'a toujours pas Lynk & Co qui arrive en tout début d'année prochaine, ni Zeekr qui est l'équivalent. Après, ils viennent dans les salons aussi pour européens ou américains, bon, plutôt européens, aussi pour faire du marketing en Chine en disant voilà, on veut être présent en Europe, on va essayer de vendre des voitures aux Européens. Et après, il y a tout un storytelling à raconter localement aussi. Absolument. Notamment pourquoi Coros est venu présenter à Genève, surtout avant tout, pour essayer de vendre ses voitures en Chine. À l'époque. Oui, ça peut effectivement servir d'image tout à fait pour ces marques-là. Après, 2 petites secondes, la 2.4, là, c'est un modèle qui est sorti l'année dernière en Chine, donc du coup, oui, ça a dû être commencer à être conçu en 2018-2019. Oui. François, tu évoquais une autre marque qu'on a évoquée brièvement, mais dont on n'a pas montré de photo jusqu'à présent, c'est Lynk & Co, qui va arriver effectivement en Europe début 2022 avec un SUV. Romuald, c'est la slide numéro 15.
Un SUV hybride rechargeable, pour le coup, on sera a priori effectivement plutôt sur du haut de gamme, puisque je crois que les prix ont été annoncés et on est autour des 40-50 000 euros pour un SUV qui fait la taille, grosso modo, d'un Audi Q3. Donc là, on est sur du haut de gamme. Il faut savoir que c'est une marque qui, du coup, appartient au groupe Geely et qui a donc aussi une base de Volvo. Volvo, ça, il oui. faut le savoir. Et là, pour le coup, on a quand même un design assez, là encore, assez travaillé. Et, on voit pas l'intérieur, mais l'intérieur est aussi pas mal du tout. Une question globale, justement, à vous trois, à ce sujet-là, au sujet de Lynk & Co et au sujet de toutes les marques qu'on vient d'évoquer ce soir, puisque l'émission touche bientôt à sa fin. Mais en guise de début de conclusion, on va dire, est-ce que vous pensez qu'avec tous ces efforts-là, entre guillemets, qu'on voit de la part des marques chinoises, est-ce que vous, en tant qu'acheteur, et en mettant de côté vraiment votre passion pour l'automobile, je dirais, est-ce que vous, si vous étiez client, si vous recherchiez en l'occurrence un SUV électrique ou hybride rechargeable, est-ce que vous seriez prêt à vous intéresser à ces marques chinoises qui arrivent et potentiellement à les acheter? Ça dépend par quoi tu es drivé. Si tu es drivé par le prix d'appel, il y a moyen que tu t'y intéresses quand même, assez Et fortement. toi, est-ce que tu t'y intéresserais? Prix d'appel, oui, je pourrais éventuellement, mais je pèserai quand même le pour et le contre dans mon choix final. Mais je l'intégrerai au moins plutôt que de le rejeter d'emblée. D'accord. François? Je pense que ça serait lié aussi à l'usage que j'en ferais. Je possède des véhicules qui sont chers à mon cœur et que je veux avoir. J'ai aucun rêve d'avoir une voiture chinoise et d'ailleurs de voiture SUV ou même électrique de quelque sorte que ce soit. Ce qui veut dire que si j'étais client, et je pourrais l'être, ça serait pour un usage. Si c'était cet usage, ben, rentre en ligne de compte l'autonomie, le coût d'usage, la qualité, la valeur à la revente. Sur les 3 premiers items, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne fait pas mieux qu'un MG Marvel R, ou peut-être qu'une Volkswagen ID.3 et à terme quand elle sortira d'une Renault Mégane. Le 4e item, la valeur à la revente, sera le critère décisif et sur ça, les constructeurs chinois ont parfaitement compris qu'il fallait pas miser sur la valeur à court terme et qu'il fallait miser tout simplement sur le leasing et c'est pour ça que le Hiace est vendu comme ça. Et à ce moment-là, tout rentre dans un même système d'explication. Et à mon sens, il n'y a plus que le style pour déterminer. Et le Lynk & Co, que d'ailleurs Guillaume a croisé à Paris et posté sur Instagram et sur Facebook, me plaît. Tout simplement, il y a 5 ans, je vais faire appel au souvenir d'un certain Fabien présent dans la salle. On avait croisé Place de l'Opéra et on avait été les seuls, je crois, à avoir croisé un Borgward X7. Avec un François dans la voiture qui devient enthousiaste en une fraction de seconde à faire un truc comme ça. Et toi, il fait une crise cardiaque dès qu'il dit ça, et sans comprendre pourquoi il se montre aussi enthousiaste en une fraction de seconde. Limite, tu te dis on va avoir un accident pour X ou Y raison, mais non. C'est juste qu'il a vu une voiture atypique. Et du coup, Borgward a disparu aussi, mais bon, ça. Pardon? Borgward a disparu. Hein. Ah, alors, tout à fait. Il a disparu. Il va disparaître et l'usine est en train de se faire acheter par Xiaomi. Donc ça, mais Borgward, à l'époque, devait devenir le sorte de cheval de Troie de l'automobile chinoise, un nouveau Coros, avec la même démarche. On rappelle, non seulement on a conçu la voiture en Europe, mais cette fois, on l'a même badgée d'une ancienne marque européenne. Eh bien, je n'étais attiré par cette Borgward que par la curiosité que c'était. Aujourd'hui, la Lynk & Co m'attire, et peut-être que j'ai vieilli aussi, et que maintenant je vois aussi le côté usage, mais m'intéresse aussi dans l'usage au quotidien, ouais, clairement. Alors, le Borgward, il n'a ramené rien de nouveau. Hein. C'est juste une énième voiture thermique. C'est vrai. À l'époque, c'était, oui, c'est les derniers feux de l'automobile thermique. C'est juste que il y avait le côté un peu original de se dire, tiens, complètement. Une voiture que peu connaissent. Alors, Damien, avant que tu me donnes ton avis sur la question, justement, est-ce que tu serais prêt, toi aussi, ou pas, à acheter une voiture chinoise? Une devinette proposée par Guillaume dans le chat. Si je suis client d'une DS9, je suis client d'une voiture chinoise ou française? Ça dépend quelle version il achète. C'est-à-dire? Tu achètes l'hybride rechargeable avec 4 roues motrices, non? Ouais. C'est censé être refaite, enfin, Ah oui, c'est vrai, oui, retravaillé. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Mais c'est aussi la question qu'on peut se poser aux actuels acheteurs de Tesla Model 3 et Model Y. Hein. Absolument. On dit que les marques chinoises, mais c'est surtout aussi les constructeurs
étrangers qui fabriquent en Chine Oui, et oui. qui importent en Europe. Actuellement, le modèle le modèle chinois le plus importé en Europe, c'est la Tesla Model 3. Et maintenant, jusqu'à que l'usine allemande arrivera. Mm. Tout à fait. Tout Produire. à fait. Du coup, oui, C'est Damien, juste une parenthèse. Hein. Damien, est-ce que tu serais prêt à acheter une voiture chinoise, toi? L'une des voitures qu'on a évoquées aujourd'hui. Les Waze, le MG. Si l'État m'oblige à acheter une voiture électrique, ouais, plutôt Pourquoi pas? MG ou Linko. Enfin, Ouais. une marque qui dépend d'un grand groupe et qui pourrait ne pas disparaître du jour au lendemain. Alors ça, c'est un point très important, effectivement, et auquel j'ai pensé tout à l'heure quand vous parliez de feu vert. Et effectivement, on est aussi sur des marques qui n'ont aucune vergogne à disparaître quasiment du jour au lendemain. Et ça, les consommateurs européens n'y sont pas du tout habitués, ou en tout cas plus depuis une cinquantaine d'années, parce qu'on est sur une économie qui est extrêmement mûre, extrêmement solide et très régulée. Mais là, avec les bouleversements énergiques, d'énergie, de fourniture d'énergie, les clients tombent de leur chaise que d'avoir changé de fournisseur d'électricité ou de gaz et que celui-ci peut disparaître du jour au lendemain. Et ce, que ce soit dans la France, soi-disant enquistée dans ses lois, mais aussi dans l'Angleterre, forcément plus libérale que la nôtre. Dans les deux cas, on est face à des marchés qui étaient jusqu'à présent assez stables, et où on pensait que les acteurs étaient assez solides. Et là, en fait, il y a de nouveau le retour de cette fragilité économique. On sait que certains constructeurs sont too big to fail, notamment en Europe, parce qu'ils représentent un potentiel de chômage énorme. C'est le cas du groupe Volkswagen, qui en plus est une partie de capital public. Renault et PSA, c'est la même chose. Mais l'analyse vaut aussi pour à peu Les près tous les Chinois aussi. Hein. constructeurs. En Chine, c'est justement la taille qui compte pour être rassuré. Et pour les autres, il va falloir soit faire d'énormes efforts en termes de communication, soit réussir à vendre du style. Et Great Wall, en la matière, le présente de façon assumée. On mise tout sur le style avec la Aura 4. CRS l'assume beaucoup moins, par exemple. Effectivement. Effectivement. Alors pour terminer doucement cette émission, un exemple de marque encore qui va apparaître dans les prochains mois, qui n'est pas chinoise pour le coup, mais elle est toujours asiatique. C'est une marque vietnamienne dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ça s'appelle VinFast et on parlait justement récemment, enfin il y a quelques minutes du mercato qui se joue chez les constructeurs avec des transferts voilà de directeurs etc. Il faut savoir que le PDG du coup de VinFast, Romuald, c'est la dernière slide de la présentation. D'Opel et le directeur marketing vient de chez Nissan. Voilà, pour information. Et là, pour ce gros SUV de place que vous voyez, qui a priori appartiendrait au segment E, donc on serait autour des 4,90 m de long, la taille grosso modo d'un BMW X5. Est-ce que ça peut après rivaliser avec de telles marques, BMW, Mercedes ou même Porsche, puisqu'il y a aussi le Cayenne dans ces eaux-là? Ça, c'est toute la question. Pareil, même question finalement que pour les marques chinoises évoquées précédemment. Est-ce que vous pensez, Damien, François, Fabien, une marque comme VinFast aura les moyens de ses ambitions, au vu de ce que vous savez du sujet? Pardon? Ils ont quoi comme background au Vietnam? Ça fait longtemps qu'ils existent. Ils sont La marque automobile ou le groupe? Le plus grand groupe industriel vietnamien. Enfin, VinFast appartient au groupe vietnamien Vinh, qui est le plus grand groupe vietnamien industriel. Privé. Et la marque, ça fait combien de temps qu'elle est Alors, elle commence à se naître, mais elle naît avec des valeurs. Je complète ce que disait Adrien sur le mercato. Qui a dessiné les VinFast? Pininfarina. Qui a conçu la base technique? Magna Steyr. D'où viennent les moteurs? En partie de BMW. Ils étaient à Paris en 2018, non? Oui, d'accord. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est ce que Guillaume disait dans le chat. Après, bon, c'est quand même le Vietnam, c'est comme la Chine, c'est un pays fermé, enfin, entre guillemets, fermé, protégé. Bon, ils commencent à produire leur modèle, le gros 4x4, là, basé sur le BMW X5, non? Oui. Ouais. Mais après, ils produisent aussi une petite voiture pour faire de la masse. Et c'est c'est pas une Opel Car, mais c'est Chevrolet. Ils ont une berline aussi, non, à venir? Voilà, l'équivalent Chevrolet de l'Opel Car, là, qui était produite en Corée du Sud et qu'ils ont transféré les. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ils ont récupéré la base de la Daewoo Matiz de Chevrolet Matrix, absolument.
Dans les derniers modèles. Hein. Donc, ils produisent ce gros 4x4, mais bon, ils font surtout de la voiture pour que le Vietnamien moyen arrive à puisse se l'acheter aussi. Ce qui est marrant, c'est que les codes stylistiques en fait, des modèles VinFast, bah, ça fait un peu plus européen. Enfin, ça fait moins, moins à l'est, si je reprends un jeu de mots foireux, ça fait moins à l'ouest, mais là, si je le fais pour le coup, ça fait moins à l'est en fait que ce que nous ont présenté les marques chinoises jusqu'alors. En fait. C'est plus classique. Là, pour le coup, quand on voit une proposition comme ça, voilà, c'est un peu plus conventionnel, ça attire déjà un peu plus le regard en fait. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord là-dessus. Pour répondre à ta question, bah, faut voir avec le temps, je te dirais, c'est bien de vouloir attaquer. S'ils ont des sous derrière, s'ils ont des partenariats forts sur le territoire européen, ça peut aider. Après, effectivement, s'ils ont recruté les bonnes compétences et puis en même temps noué les bons partenariats pour les bases techniques, je ne vois pas pourquoi ça foirait. Hein. Alors, Guillaume nous dit dans le chat que VinFast ambitionne aussi d'aller aux USA. Et j'en profite pour passer le bonjour à Stick Campagnard qui nous a rejoint et qui, je crois, alors François, tu me corriges si je me trompe, qui est Stick Campagnard qui, je crois, a gagné la semaine dernière un lot, puisqu'on était en direct de l'atelier Renault. Et il a fait partie des 2 gagnants des lots qu'on a fait gagner. C'était et voilà pour l'information, puisque dans Plein Phare aussi on vous fait aussi participer, on vous fait aussi parfois gagner des lots. Et je dis bonsoir également à Edvisa 30 qui nous dit désolé d'arriver si tard, mais pas de problème, on vient quand on veut dans Plein Phare. François, il aura le replay, Edvisa, non? Le fait est qu'il y aura le replay, tout à fait. Il y aura le replay aussi, François. De quoi donc? Il ferait bien de regarder le replay, notamment pour l'engagement, si jamais on atteint les 400 followers d'ici novembre. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si j'ai totalement envie de le savoir. Non, le fait est que Campagnard et notre ami Fada de Voiture aussi ont reçu leur cadeau, il me semble. Absolument. Et j'en suis ravi. C'est également le cas de Johan, qui a reçu, lui, son livre de Citroën. Il a mis un petit peu plus de temps à venir, mais il me semble qu'il est arrivé. En revanche, Edvisa pose effectivement la question, parce qu'on parle des voitures chinoises de marque chinoise, ou... Et je ne veux jamais confondre la Chine et le Vietnam, parce que jusqu'à présent, la guerre contre le Vietnam, c'est bien la dernière guerre qu'a menée la Chine, et c'était une défaite. Donc bon, on est quand même dans une péninsule asiatique extrêmement optimiste et extrêmement engagée sur la nécessité de se développer. Reste que il y a aussi le fait qu'on source de plus en plus de technologies européennes ou même américaines en Chine. Vous citiez tout à l'heure, Damien, les Tesla qui sont en majeure partie les premiers produits chinois automobiles qui sont importés en Europe. C'est aussi le cas de la Dacia Spring citée par Guillaume dans le chat. La S9, évidemment, mais la C5X aussi. Et la question, c'est jusqu'à quand? Parce que on est, je pense, sur un paradigme économique qui a fonctionné sur les micro-ondes, les lave-linges, les télévisions, à peu près tout ce qui a désindustrialisé l'Europe, sauf que la mécanique, le discours de la nouvelle industrialisation 2.0, qui n'était plus une industrialisation de production en Europe, mais juste une industrialisation de savoir, montre ses limites. À chaque fois qu'on compare l'économie française à l'économie allemande, on se rend compte qu'il manque une chose à l'économie française, des usines. Pourtant, on est très bon dans l'éducation, on est encore très bon dans le digital, d'ailleurs, et on n'est pas si mauvais dans l'économie de vie, dans le fait de tout simplement d'avoir, d'acheter des choses, d'avoir de la TVA qui rentre dans les caisses. Je pense que la petite musique qui était mais on n'a plus de boulot, qui très longtemps a été assimilée à un souverainisme qui était assez dégueulasse, commence à rentrer dans les têtes et se popularise. Et aujourd'hui, on voit un Macron qui, la semaine dernière, dans le plan France 2030, se rend compte que des usines, c'est pas si mal. On a eu il y a 10 ans le projet de Nouvelle France industrielle aussi, ne pas l'oublier. Il va falloir aussi se rendre compte que l'automobile, c'est le premier poste budgétaire après une maison. Si on commence à sous-traiter la production automobile, ça commence à faire beaucoup. Et j'en terminerai par là. Un emploi automobile, c'est aussi 4 emplois derrière, qui peuvent être pour de la... On ne l'entend plus, ça y est. Je pense qu'il va tenter de se reconnecter. Vas-y, je vais prendre le relais. Il y a Stick Campagnard qui a écrit que Foxconn a dévoilé 3 véhicules. Ouais. Mais attention, ça c'est une marque, c'est une entreprise taïwanaise. Il serait produit à Taïwan avec en partenariat avec Yulon Motors, qui est l'un des principaux
taïwanais. D'accord. Et qui est l'un des fournisseurs d'Apple, hein. C'est ce que Et François qui a disait. plein d'usines, notamment en Chine, à Zhengzhou et notamment à Foshan, mais c'est Shenzhen, notamment pour produire l'iPhone et plein d'autres appareils. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Aucune chance qu'une de ces 3 voitures préfigure la future Apple Car, du coup? Qui sait, si elle arrive un jour. D'ailleurs, en parlant de téléphonie, justement, Steve Campagnard dit qu'il y a des marques de téléphones qui arrivent dans l'automobile, dont Xiaomi, effectivement, qui a annoncé récemment se lancer dans l'automobile. Et Guillaume qui nous dit François n'a plus de batterie. D'accord. Bon, bah voilà, on sait pourquoi, du coup, ça ne marche pas. À titre personnel, c'est pas top, hein. Parce que François n'est jamais à court de batterie à titre personnel, en fait. Ça ne peut être que l'appareil qu'il utilise. Après, il n'y a pas que Xiaomi, il y a aussi Oppo qui va essayer de rentrer dans l'automobile. Il y avait Evergrande qui c'est dans l'immobilier, enfin finance immobilier, qui a dépensé des dizaines de millions d'euros pour lancer sa propre marque automobile. Avec les problèmes qu'ils ont actuellement, c'est passé entre parenthèses. Mais voilà, il n'y a pas qu'un constructeur automobile qui maintenant va pouvoir construire des voitures. Non, absolument. Mais d'ici, est-ce que ça rebat toutes les cartes? Je ne sais pas. Je suis assez curieux de voir. Parce que je me dis que, imagine, est-ce qu'un fan d'Apple qui achète tous les iPhones lorsqu'ils sortent pourrait acheter une Apple Car? Ouais. Ça mais en fait, je pense que ça peut fonctionner, mais sur du long terme. C'est-à-dire que si tu arrives à prouver sur le long terme que tu es légitime sur le marché, que tu es capable de t'améliorer en continu et de fournir des produits de qualité avec un service qui va avec, derrière, je te dirais pourquoi pas. Ça peut prendre. Effectivement, les premières années vont peut-être être un petit peu compliquées, mais s'ils arrivent à percer au bout de, je sais pas, je te dis une connerie, mais au bout de 5 ans, par exemple, d'arriver à démontrer au moins que la première génération de véhicules et que la deuxième éventuellement est très prometteuse, il y a peut-être moyen que ça continue sans problème, hein. Et que derrière, on se repose la question de dire, bah, à la base, je ne te connaissais pas comme constructeur automobile, mais aujourd'hui, avec le recul, à mes yeux, tu es capable de faire quelque chose d'intéressant, tu es capable de t'occuper de tes voitures avec un réseau derrière de concessions ou de garage. Ça peut m'intéresser. Ouais, effectivement. Je réponds en parallèle à Edvisa dans le chat en attendant que François se reconnecte peut-être avant la fin de l'émission. Edvisa qui nous demande si on a plus d'infos sur la voiture de Xiaomi. En fait, la marque a été lancée officiellement. En tout cas, elle a été créée, je dirais, juridiquement. Ça s'appelle Xiaomi Automobile, tout simplement. Ça a été annoncé en septembre de la part de Xiaomi. Après, pour l'instant, il n'y a aucun prototype qui n'a été vu. Ils commencent juste. Là, ils ont racheté l'ex-usine Bockward à Pékin. Usine qui permet d'avoir la fameuse licence de production pour pouvoir produire les voitures. Ça aussi, c'est administratif, mais en Chine, si tu n'as pas de licence de production, tu ne peux pas produire les voitures. C'est comme ça que NIO, par exemple, fait appel à un partenariat avec le Shanghai Auto pour pouvoir produire ses voitures dans les usines de notre constructeur. Parce qu'il n'a pas pu avoir de licence de production. Ok. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle là dans le chat. Guillaume qui nous dit non, François ne se reconnectera pas. Le chargeur n'a pas été chargé dans son sac. Donc voilà. Pas la peine d'attendre François pour clôturer cette émission qui était consacrée donc effectivement aux voitures chinoises qui débarquent en Europe en grande pompe. J'en profite pour le dire également à Edvisa et Steve Campagnard qui nous ont rejoints un petit peu plus tard dans l'émission. Il y aura un replay qui va être disponible dans quelques secondes sur Twitch, donc n'hésitez pas bien sûr à le revoir. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine sur un autre sujet. Peut-être que Fabien sera là, peut-être que Damien réinterviendra dans une autre émission. En tout cas, Damien, si tu as envie de réintervenir et si le sujet s'y prête, bah, ce sera avec plaisir, oui, on espère. Merci de m'avoir invité. Hein. Avec plaisir. Écoute, avec plaisir. On espère que ça t'a plu. Fabien également, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai un peu plus de connaissances que vous la prochaine fois. Mais c'était très intéressant en tout cas d'écouter ce que vous aviez à dire là-dessus. Bah, écoute, tu as quand même donné ton opinion aussi voilà, sur ces modèles qui arrivent, sur leur design, sur leur techno. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Merci Romuald également en régie pour tout le travail accompli. Merci à Guillaume qui a hébergé le petit François pour qu'il puisse se connecter.
Et puis, merci à toutes et tous, du coup, dans le chat. Edvisa qui nous dit: «Je vais regarder le replay car la MG m'intéresse». Effectivement, MG, c'est ce qu'on a évoqué en tout début d'émission. Donc voilà, n'hésite pas à regarder. Une dernière question de Stick Campagnard, mais il n'y a pas une histoire comme quoi la Chine veut brider le nombre de marques? Damien, je vais peut-être te laisser répondre avant de clôturer l'émission. Est-ce que tu sais? Ouais, elle veut essayer, parce que le gouvernement central de Pékin veut garder la main sur un peu tout, donc moyen d'acteur au plus simple, c'est de maîtriser le tout. Ok, d'accord. Bon, voilà, Stick Campagnard, tu as ta réponse, a priori. Comment dire, la dernière question pour clore le truc, c'est est-ce qu'ils ne veulent pas limiter le nombre d'acteurs pour éviter les arnaques ou en tout cas les faillites rapides? Mais il y en a eu déjà plein. Le gouvernement chinois, que ce soit local ou central, ils ont déversé des milliards et des milliards à une myriade de constructeurs, soit de bus, de vélos, de voitures, de voiturettes pour produire les voitures électriques, mais combien en ont vraiment produit une? Combien ont fermé la porte avant d'avoir quoi? Donc, ce qui serait légitime en tout cas comme volonté. En tout cas, au moins pour que ça coûte moins cher à l'État. Vous savez, la dette, c'est quelque chose qui est. Donc, pour répondre à ta question. Pratiquement. Vas-y. Inépuisable. Et donc, ça provoque des problèmes comme Evergrande ou d'autres. Ok. Bien, ce sera le dernier mot de l'émission. Ok. Exactement, c'était juste pour dire au petit Stig, oui, on en a parlé 2 secondes du coup, mais c'est mieux que rien. Ouais. Voilà, effectivement, c'est mieux que rien. Voilà, on va conclure cette émission sur ces mots-là. C'est mieux que rien l'émission qu'on a fait sur les voitures chinoises aujourd'hui qui arrivent en Europe. On reviendra la semaine prochaine, lundi prochain, dans une nouvelle édition de Plein Phare. Merci à toutes et tous qui nous avaient suivis. C'était plaisant de parler, je crois, de voitures chinoises, notamment avec Damien qui s'appelle Navigator dans le chat et que vous voyez très souvent et qu'on est très content de voir très souvent dans le chat. On reverra peut-être bientôt à l'écran. Fabien également. Merci Romuald, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner pour nous soutenir. D'ici là, on vous dit à lundi et on vous souhaite une excellente semaine et on souhaite déjà dans l'immédiat une bonne soirée. Merci à tous. N'oubliez pas, 400 followers le mois prochain. Oui, tout à fait. Durant le montage d'une voiture Lego. Allez, hop, ça c'est fait, c'est dit. À vos cooptations, les gars. Ah, c'est différent du coup. Ouais, on va rajouter un petit truc. Allez, 400 followers, on y croit. Allez, merci encore. À très vite.